52, Kennedy, à bord de sa limousine décapotable, se faisait assassiner en plein Dallas. On a tous ces images en tête, bien évidemment. Alors 50 ans plus tard, il reste une icône, mais les théories du complot ont également toujours du succès. On en parle avec vous, Emmanuel Navon. Merci d'être avec nous. Vous êtes professeur de relations internationales à l'Université de Tel Aviv, spécialiste des États-Unis. Alors 50 ans plus tard, pourquoi le fantôme Kennedy hante encore les États-Unis? D'abord à cause, entre autres, de la théorie du complot des sondages, plus de 2/3 des Américains sont convaincus qu'il y a eu un complot pour assassiner Kennedy et que son assassinat n'était pas le fait uniquement de Oswald, un fait individuel. Et personne ne sait également aujourd'hui qui était exactement derrière cet assassinat. Il y avait également le mythe du président, le plus jeune président de l'histoire des États-Unis, élu à la tête de la plus grande puissance mondiale à l'âge de 43 ans. L'image de ce jeune président avec sa femme, ses jeunes enfants, ça reste effectivement un icône dans la vie politique américaine. Ta vie avec les femmes aujourd'hui, c'est également un sujet d'alimenter comme ça cette icône, cette image iconique. C'est également un sujet qui alimente bien entendu beaucoup de livres, d'articles sur sa vie privée, et qui éclipse aussi le fait que les 3 courtes années de sa présidence étaient l'une des plus dramatiques dans l'histoire moderne, avec une 3e guerre mondiale qui a été évitée de justesse avec l'Union soviétique. Donc c'est 3 années très intenses dans lesquelles il y a eu une confrontation très forte et dangereuse entre les États-Unis et l'Union soviétique. Alors on le comprend avec vous et on le voit également à Dallas, 50 ans plus tard, l'affaire continue de fasciner sur les lieux du drame. Je vous propose ce reportage en images. L'assassinat de John Kennedy, comme si vous y... À bord de ce bus, les touristes découvrent la place où fut assassiné le président américain le 22 novembre 1963. C'est dans le banal décor urbain et bruyant de Dealey Plaza que se croisent depuis 50 ans touristes, adeptes de la théorie du complot et témoins. Comme James, pour qui venir ici est une sorte de pèlerinage. Il est sous ce pont quand les coups de feu éclatent. Un fragment de balle le touche à la joue. J'ai encore du mal à croire que j'étais ici, qu'il y a eu cette balle perdue et que le président a été assassiné juste devant mes yeux. C'est difficile à digérer. 50 ans plus tard, j'y pense encore. Ceci m'est vraiment arrivé. À quelques mètres, Mark, lui, est convaincu que l'assassin présumé Lee Harvey Oswald n'a pas agi seul. Documents et vidéos à l'appui. Cet ingénieur à la retraite vient ici presque tous les jours. Au curieux, il se présente comme un spécialiste sur l'assassinat de Kennedy. Il n'y a aucune chance qu'un seul homme ait pu faire tout cela. C'est impossible. Une théorie qui intéresse les visiteurs. J'ai appris de nouveaux éléments et je les trouve intéressants car tout ce que j'ai lu et entendu par le passé faisait systématiquement croire qu'Oswald était le tueur. Et en fait, je découvre qu'il y a d'autres versions dans cette histoire. Mais la plupart des touristes veulent surtout s'imprégner de l'atmosphère de l'endroit, classé monument historique en 1993. Pour les passagers du bus, fin de la visite au coin d'Elm et Houston Street, un carrefour à l'émotion toujours intacte. On vous transporte comme si vous y étiez, donc cela déclenche certaines émotions. Beaucoup de personnes achèvent la visite les larmes aux yeux. En 2003, la ville de Dallas a approuvé un projet de 3 millions de dollars pour rendre à Dealey Plaza son apparence de 1963. Reste le va-et-vient des voitures, inchangé depuis 50 ans. Alors on le voit dans le reportage, Dallas reste traumatisé, hanté en tout cas par cette affaire, l'Amérique tout entière aussi. Mais est-ce que le monde serait-il forcément si différent si Kennedy avait vécu? La question se pose essentiellement sur la question du Vietnam. Les historiens aujourd'hui ne sont toujours pas d'accord sur cette question, puisque d'un côté Kennedy est le président qui avait approuvé les premières opérations militaires au Vietnam et le soutien militaire pour le Sud-Vietnam. D'un autre côté, quelques jours avant son assassinat, il avait semble-t-il commencé à ordonner un retrait des troupes qui avaient été finalement renforcées par son successeur Lyndon Johnson.
Et donc la question de savoir effectivement si Kennedy n'avait pas été assassiné. Cette guerre. Voilà. Les historiens sont divisés sur cette question, mais au bout du compte, c'est lui qui avait initié le processus d'engagement militaire des États-Unis au Sud-Vietnam. Et sur la guerre froide, avec ou sans Kennedy, quel impact? Je crois que sur la guerre froide, son impact a été déterminant dans la mesure où, aussi bien sur la question de Berlin que sur la question de Cuba, il a montré une très ferme détermination vis-à-vis de Khrouchtchev, et que je crois que l'Union soviétique a compris le message. Par conséquent, même si Kennedy avait vécu et même s'il avait continué d'être président, je pense que les deux précédents de la crise de Berlin et de la crise de Cuba ont eu un effet déterminant sur le comportement de l'Union soviétique. Alors son bilan est un peu discuté, hein, vous l'avez évoqué sur la scène politique américaine. Est-ce qu'on a trop encensé Kennedy? Je pense encore une fois que le fait qu'il était jeune, le fait qu'il était assassiné, on a fait bien entendu un mythe. Mais au bout du compte, les trois courtes années de sa présidence n'ont pas été un événement en soi sans précédent dans la vie des États-Unis. Je veux dire par là, il a fait des choses importantes, en particulier sur les droits civils. Mais Johnson a poursuivi également cette politique. Il a eu ce programme ambitieux de conquête de la Lune qui s'est réalisé en 1969. Mais je pense, comme je l'ai dit, que on se souviendra de lui, à mon sens, en tout cas je vois ça en tant qu'universitaire, comme un président qui a montré une fermeté qui était nécessaire vis-à-vis de l'Union soviétique au sommet de la guerre froide. Certains disent de lui qu'il est le plus grand président des États-Unis que les États-Unis n'aient jamais eu, que c'est pour ça qu'il a été assassiné. C'est un peu fort. Je pense que c'est un peu fort. Après tout, il y a eu d'autres présidents qui ont été assassinés, qui étaient également des grands présidents, comme essentiellement Abraham Lincoln, qui ont été assassinés pour des causes qui, dans le cas de Lincoln, étaient plus claires, je dirais. C'était bien entendu l'opposition à sa politique pour la fin de l'esclavage aux États-Unis. En ce qui concerne Kennedy, je dirais qu'aucune théorie du complot n'apporte une réponse satisfaisante à la raison de son assassinat. On va aborder ce dossier évidemment à présent. Depuis 50 ans, on le sait, on a tout dit sur cet assassinat. Kennedy aurait été assassiné par la CIA, par la mafia, par son successeur selon certains. Mais les soupçons portent surtout sur la manière dont Lee Harvey Oswald a agi, un ancien marine américain. Comment a-t-il pu tirer seul sur l'homme le plus puissant de la planète? Voici un rappel des dernières heures d'Oswald et on en parle juste après. C'est au 6e étage de cette ancienne bibliothèque de Dallas qu'il y a près de 50 ans s'est écrit une des pages les plus marquantes de l'histoire américaine. Le 22 novembre 1963, des coups de feu auraient été tirés de cette fenêtre vers la limousine du président. Il est 12h30 et Lee Harvey Oswald vient de tirer sur le président John Kennedy, dont le convoi passait sur cette avenue fréquentée de la ville à Dealey Plaza. Quelques secondes plus tard, cet ancien marine de 24 ans prend la fuite à bord d'un bus, pour finalement se cacher dans cette salle de cinéma, en banlieue de la ville. À ce moment-là, il est déjà recherché pour le meurtre d'un policier qu'il commet pendant sa folle cavale. L'étau se resserre. Il a croisé l'agent Tippett et l'a abattu. Puis il s'est dirigé vers ce quartier et s'est réfugié dans ce cinéma. Il s'est assis à l'arrière de la salle pendant la projection du film La guerre c'est l'enfer. La police est entrée et ils l'ont arrêté ici. C'est dans cet immeuble de la police de Dallas qu'Oswald est interrogé. Aujourd'hui, les traces de son passage sont toujours là. C'est ici qu'était détenu Lee Harvey Oswald entre le moment de l'assassinat et sa mort. Il était seul, dans cette cellule. Le matin du 24 novembre, Oswald doit être transféré à la prison de Dallas, en présence de journalistes et du public massé dans ce parking souterrain. Mais l'affaire va connaître un dénouement brutal avec l'arrivée d'un certain Jack Ruby. Il y avait un policier en haut de cette rampe. Il s'occupait de la circulation. Mais comme il connaissait Jack Ruby, il l'a simplement ignoré. Ruby est descendu dans le parking et il s'est placé à peu près ici. Et dès que Lee Harvey Oswald est sorti, par cette porte, il lui a tiré dessus, en direction de la porte.
Touché par une balle dans le ventre, Oswald s'effondre et tombe dans le coma. Il est transporté à l'hôpital Parkland, où il décède de ses blessures le jour même. Ironie du sort, c'est dans ce même hôpital que 2 jours plus tôt s'éteignait le président Kennedy. Alors Emmanuel, jusqu'à aujourd'hui, aucune preuve tangible de cette fameuse théorie du complot. Non, il n'y a pas de preuves tangibles. Il y a eu de nombreuses commissions d'enquête qui ont été menées. L'une d'entre elles a été commissionnée par le gouvernement américain lui-même. Et les théories continuent d'émerger de façon régulière. Vous avez rappelé certaines d'entre elles. Mais il n'y a toujours pas aujourd'hui une véritable image claire de savoir qui est derrière l'assassinat du président Kennedy. Est-ce plus plausible pour vous? Et je pense qu'il y avait de nombreux groupes d'intérêt contre lui, qu'il s'agisse du fait qu'il est, comme je l'ai dit avant, il est tenu tête et humilié d'une certaine manière l'Union soviétique, le fait qu'il était ferme sur sa politique des droits civils et d'émancipation de la population noire du Sud. Autrement dit, il y avait de nombreuses forces qui agissaient contre lui. Mais encore une fois, le fait que depuis 1963, nous n'ayons pas de réponse à ces questions, je doute que nous les ayons dans les années à venir. Alors, on le voit, 50 ans après sa mort, Kennedy fascine toujours le monde entier, l'Europe également. Qu'est-ce qu'on peut dire de sa politique étrangère et de ses liens avec Israël? Alors, avec Israël, il a vraiment changé la direction de la politique de l'administration Eisenhower, qui, dans les années 50, avait une politique ouvertement pro-arabe. La création du pacte de Bagdad en 1955, la tentative de convaincre les pays arabes de ne pas s'approcher de l'Union soviétique, et d'où cette politique américaine à l'époque de s'éloigner le plus possible d'Israël. La vente d'armes entre l'Union soviétique et l'Égypte en 1955 n'a pas été répondue par une vente d'armes américaine à Israël. Donc la politique de Eisenhower vis-à-vis d'Israël était franchement hostile. Et Kennedy a changé de cette direction. Il a mené une politique étrangère qui était beaucoup plus favorable à Israël. Il faut dire aussi qu'il a réalisé que la politique de son prédécesseur avait échoué, puisque dès 1958, il y a un coup d'État pro-soviétique en Irak, la création d'une union politique entre l'Égypte et la Syrie pro-soviétique également, et que par conséquent, il était évident déjà à la fin des années 50 que la politique américaine avait échoué au Proche-Orient. Et en plus, Nasser, le dirigeant égyptien, soutenait toutes les forces anti-américaines au Proche-Orient et en Afrique du Nord, et donc les États-Unis avaient commencé déjà à réaliser qu'Israël n'était pas un obstacle à leurs intérêts. Qui plante les premières bases de cette future alliance avec Israël qui perdure jusqu'aujourd'hui? C'est le premier qui a traduit la désillusion des États-Unis vis-à-vis de la stratégie Eisenhower, et c'est le premier qui a utilisé l'expression special relationship, une relation spéciale entre Israël et les États-Unis. Et oui, c'est le premier qui a déclenché le processus de vente d'armes à Israël, qui s'est renforcé sous son prédécesseur Lyndon Johnson, mais c'est Kennedy qui a jeté les jalons des premières ventes d'armes à Israël qui n'existaient pas du tout sous l'administration Eisenhower. Sur le programme nucléaire israélien supposé, qu'en pense Kennedy? Alors, ces ventes d'armes, ce début de vente d'armes à Israël était également conditionné par l'arrêt du programme nucléaire israélien. Kennedy était opposé à ce programme nucléaire que tout le monde soupçonnait déjà à l'époque avec la centrale de Dimona. Il y avait des visites d'experts nucléaires américains à Dimona régulièrement. Ce programme nucléaire qui avait été, je vous rappelle, construit en collaboration avec la France de la 4e République, et Kennedy s'opposait à cette prolifération. Alors, selon les historiens, il a aussi un peu fermé les yeux. Disons officiellement, il s'y opposait. Je pense qu'il était conscient du fait que les Israéliens manipulaient les experts américains lorsqu'ils visitaient la centrale de Dimona. Il n'est pas allé au-delà, comme on dit en anglais, out of his way pour arrêter Israël. Officiellement, il était contre, mais disons que les États-Unis ont échoué dans leur tentative d'arrêter Israël dans son programme nucléaire au début des années 60. Et les États-Unis qui pourraient échouer dans leur tentative d'arrêter l'Iran, ça nous rappelle étrangement l'actualité. Alors, je dis toujours que Israël est un des exemples par excellence de l'échec de la diplomatie américaine sur les dossiers nucléaires, puisque finalement tous les pays qui ont obtenu l'arme nucléaire sous le nez des États-Unis, que ce soit Israël, le Pakistan, l'Inde ou la Corée du Nord, l'ont fait malgré les pressions diplomatiques américaines. Il n'y a que 2 cas dans lesquels les États-Unis ont réussi à arrêter un programme nucléaire. C'est dans le cas de l'Afrique du Sud et de la Libye.
dans le premier cas, ce sont des sanctions économiques étranglantes qui ont arrêté l'Afrique du Sud. Dans le deuxième cas, c'est la menace militaire après la guerre en Irak. Et Kadhafi savait qu'il était le prochain en ligne, donc il a levé le drapeau blanc. Tous les autres cas sont des cas d'échec et Israël est un des exemples. Et l'Iran sera le prochain exemple? J'espère que non, bien entendu, mais disons que la politique américaine, les tentatives américaines d'arrêter les programmes nucléaires par les négociations et par la diplomatie ont échoué. Nous en sommes un exemple et je pense qu'il serait souhaitable et judicieux que les États-Unis apprennent des leçons d'histoire. Merci beaucoup Emmanuel Avod d'avoir été avec nous. C'est la fin de cette émission. Merci infiniment d'avoir suivi.